Bonjour Laurence. Salut Franck, comment vas-tu? Eh bien très bien, merci beaucoup de m'accorder cette interview. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je me définis aujourd'hui comme une éveilleuse joyeuse. Je chemine depuis plus de 25 ans dans, on va dire, différents chemins spirituels, dont le bouddhisme tibétain, qui a été ma formation, je dirais, ma colonne vertébrale spirituelle. J'ai fait toute mon éducation spirituelle avec des maîtres tibétains, en étant vraiment engagée dans des retraites, etc. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait comme un grand écart entre ce que je vivais spirituellement et puis ma vie quotidienne, qui était une nana qui bosse à Paris dans la communication et qui ça me rendait pas heureuse du tout. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré John Kabat-Zinn, qui a créé le programme de méditation de pleine conscience MBSR. Et donc voilà, je suis entrée dans cette pratique euh, il y a 12 ans maintenant. Donc, j'étais une des pionnières en France à proposer cette pratique de réduction du stress par la pleine conscience. Je me suis formée aux États-Unis, etc. Et voilà, et donc ça a réaligné mon activité professionnelle avec mes convictions profondes et de transmettre la méditation, la pleine conscience, la présence dans la joie, puisque c'est ma marque de fabrique, d'où l'éveilleuse joyeuse. Voilà. Merci. Et alors du coup aujourd'hui tes activités, donc tu es toujours enseignante en MBSR, en mindfulness? Alors, je suis en train de laisser aller en fait cet enseignement que je trouve toujours aussi extraordinaire et que plein d'instructeurs font très très bien, pour me tourner aujourd'hui vers une pratique qui intègre aussi la spiritualité, parce qu'en fait, au bout de 12 ans de transmettre une pratique laïque, là encore, du coup, je me trouve comment dire, en décalage par rapport à mes convictions profondes qui sont qu'aujourd'hui, c'est nécessaire de proposer des modes de méditation, de transformation et pas juste de relaxation ou de présence pour pouvoir faire face en fait aux défis d'aujourd'hui et on va dire muscler notre pratique avec un peu plus de rebond. Et c'est ce que je fais dans mon nouveau programme qui s'appelle MAT, la méditation active de transformation, que pour l'instant je réserve aux femmes parce que pour moi c'est le fer de lance du changement. Et l'engagement voilà, dans le changement de société, ça passe beaucoup par les femmes. Donc, comme je suis une femme, voilà où j'en suis aujourd'hui. Et bien sûr, mon nouveau livre qui est sorti et juste après le confinement, Ne s'attendre à rien, être prêt à tout, qui est une petite merveille, comment dire, pour changer la vision qu'on a de notre fonctionnement habituel, qui est de toujours prévoir et de toujours se projeter. D'accord, eh ben merci. Effectivement, ça fait pas mal de changements. Alors pour la petite anecdote que je partage aux gens qui nous entendront, moi ça m'intéresse ton parcours parce que ça me parle beaucoup. Moi à l'origine, je viens aussi du bouddhisme tibétain et je t'ai découvert dans une émission de télévision qui s'appelait J'ai décidé d'être heureux, où tu étais instructrice MBSR. Et là, j'ai vu cette émission et j'ai vu les changements, j'ai vu le avant-après en fait de tous ces gens que vous avez accompagnés. Et j'ai halluciné et je me suis dit, mais moi aussi, je veux faire ça. Et j'ai adoré ton énergie. Et l'anecdote marrante, c'est que j'en ai parlé à ma prof de yoga. Je lui dis, ah, Laurence Bibas, elle a fait telle émission, machin. Elle fait, ah, mais je la connais très bien et j'ai fait MBSR avec elle. Et du coup, j'ai eu ton contact et c'est comme ça que j'ai pu faire MBSR avec toi. Et je dois dire que pour moi aussi, c'est quelque chose, alors c'est un sujet justement qu'on pourrait évoquer un peu plus en profondeur, cette distinction entre les pratiques, que ce soit tibétaines ou d'autres traditions, et le fait d'avoir des pratiques qui sont très ancrées dans notre réalité. Ça, c'est quelque chose qui me paraît très important. Thierry Janssen utilise une expression que j'aime beaucoup, qui dit que une vraie spiritualité, c'est une spiritualité incarnée. Et c'est pas quelque chose qui est dans le mental, dans la tête. Et alors, tu nous parlais justement de ce mot spiritualité. Est-ce que toi, ce serait quoi ta définition, la différence qu'il y aurait entre des pratiques de méditation mindfulness, de pleine Mhm. conscience, et des pratiques de méditation qui sont liées à une spiritualité? Est-ce que tu… Pour moi, la spiritualité intègre une dimension invisible, intègre une dimension qui nous dépasse. Ce dont on ne parle pas du tout en fait dans la pleine conscience, puisqu'il s'agit déjà, et c'est la brique élémentaire, je dirais pour nous, c'est d'apprendre à être présent, de se centrer et de revenir à la maison. Mais une fois qu'on est à la maison,
en fait, on ouvre les yeux et on peut commencer à percevoir d'autres dimensions qui émanent de nous-mêmes, qui sont des dimensions plus énergétiques ou plus spirituelles, en lien avec des dimensions aussi extérieures qui sont dans les lois de la nature. Et en fait, de pouvoir retrouver, se reconnecter à quelque chose qui nous dépasse, c'est pour moi un enjeu de société aujourd'hui pour pouvoir d'abord sentir qu'on est tous reliés les uns aux autres, qu'on est vraiment une grande équipe et qu'en fait chacun doit faire de son mieux en fait pour pouvoir contribuer à aller dans le même sens avec cette équipe, sinon on se tire dans les pattes et finalement le monde va, j'irais, à triste mine. Voilà, je n'irai pas, je ne sais pas, dans les catastrophes, mais à triste mine. Et c'est dommage parce qu'en fait, avec peu de choses, on peut retourner les choses intérieurement et ouvrir notre regard à quelque chose de plus grand. Donc, autant le faire, c'est pas si loin que ça. D'accord, parce que je me souviens d'une expression de Mathieu Ricard qui disait que, par exemple, dans la pleine conscience, c'était un outil et que typiquement, un sniper peut utiliser la pleine conscience pour mieux tirer sur les gens. C'est ça. Donc, ça reste très froid finalement comme outil, alors que la méditation, quand ça touche le spirituel, on pourrait dire que, comme tu le disais, donc on a plus conscience qu'on est en lien avec les autres. C'est ça. Et on peut développer des qualités, je dirais, des qualités d'amour, des qualités de joie, des qualités, je dirais, d'espace intérieur, de sagesse, de grandeur, en fait, qui amènent une couleur, une connotation, une sensation, un goût vertueux dans nos actes. Et en fait, ça, c'est très important, en fait, de sentir qu'on est maître, en fait, de cette couleur, de cette émission énergétique en fait qui est en nous, et que même si extérieurement on a des actes euh, qui se prétendent vertueux, mais qu'intérieurement on a une motivation, je dirais qui est égoïste ou qui est tordue, et ben en fait finalement le fruit ne va pas être le fruit, un fruit vertueux, mais va être un fruit corrompu. Et en fait, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est à cette, finalement, on arrive on va dire au summum, au paroxysme de cette vie et de ce monde, comment dire, corrompu, qui nous rend malheureux, parce que finalement, c'est pas une question de valeur, c'est bien, c'est pas bien, c'est que finalement, ça nous rend malheureux, et qu'ensemble, en fait, on se soutient pour aller dans le trou, alors qu'ensemble, on pourrait soutenir pour s'élever. Et pour moi, la pratique spirituelle aujourd'hui, universelle, parce que pour moi, en fait, c'est pas juste une question de religion, mais de pratique spirituelle universelle, c'est de sonder son cœur, d'aller dans la direction de ce qui nous semble juste, parce que c'est bon pour nous. Et si c'est bon pour nous profondément, si ça résonne profondément dans le bon pour nous, ça va nous inspirer à aller à ouvrir encore plus, à devenir encore plus finalement généreux, à recevoir et à donner. Donc voilà, il y a cette roue vertueuse mais non moralisante qui se met en place, et en fait c'est pas si difficile à mettre en place. Donc je trouve que ça vaut le coup aujourd'hui. Oui, quand tu dis c'est bon pour nous, dans ce que j'entends, en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas le moi égotique ou personnel, c'est quelque chose de plus profond. C'est quelque chose alors sans utiliser des mots, je ne sais pas quel mot on pourrait utiliser, c'est la conscience ou l'âme. En tout cas, c'est quelque chose de plus profond que juste ma personnalité qui a ses envies, qui aime des choses, qui n'aime pas des choses. C'est ça. C'est ce que les Indiens appellent le soi. En fait, ils parlent du moi comme voilà notre ego, notre personnalité, notre identité limitée, et le soi comme étant la partie de nous qui porte des valeurs plus élevées, des valeurs transcendantes et des valeurs de conscience qui intègrent cette dimension invisible. Complètement. Et dans ce que tu disais sur la motivation, ça me rappelait beaucoup, moi, les enseignements qui parlent beaucoup d'intention. Chez les Mhm. Tibétains, on insiste beaucoup là-dessus, et que finalement, l'acte en lui-même n'a pas beaucoup d'importance. C'est l'intention qui colore l'acte. Et ça m'intéresse ce que tu dis parce qu'effectivement, moi, j'avais été étonné au début que dans la mindfulness, effectivement, on ne voulait pas d'intention, justement. Enfin, Oui, l'intention, c'était d'aller mieux. Mais dans le aller mieux, c'était plus le côté personnel. C'était on fait ça pour stresser moins, pour aller un peu mieux dans ma vie. Donc on restait un peu plus dans ce moi, alors que là, ce dont tu parles, c'est une invitation pour aller dans le soi c'est ça. qui va au-delà. Bon, bah, c'est Qui va, super intéressant. bah Non, oui, pardon, vas-y. ça va au-delà d'une version.
finalement individualiste, individualisé de nous-mêmes. Là, il est question en fait de s'ouvrir pour recevoir. Et pour moi, l'enjeu aujourd'hui, pour nous dans la spiritualité, c'est de devenir réceptif, d'arrêter cette spiritualité masculine, pénétrante, qui veut attraper les choses, qui veut attraper des qualités, qui veut attraper des réalisations, etc. Et au contraire, de se laisser plutôt d'apprendre à recevoir, d'être en creux et de laisser le vide s'installer en nous, de moins de pensées, de moins de perturbations et de moins de projections pour pouvoir accueillir une nouvelle information. Parce qu'une nouvelle information, ça ne va pas venir de nous, parce que nous, on est câblés sur la ligne du temps, en tout cas tant qu'on est comme ça, entre le passé et le futur, pour ramener le passé dans le présent et finalement de faire de notre futur un passé qui n'en finit pas. Et à un moment, tant qu'on est sur ces références du passé, on ne peut pas recevoir une nouvelle information. Donc à un moment, il faut dire stop, j'ouvre, je reçois, donc j'apprends à recevoir. C'est ce que j'appelle dans mon livre ne s'attendre à rien, c'est apprendre. Et c'est super difficile parce qu'on veut toujours manipuler, on veut toujours faire un truc, on veut toujours projeter quelque chose. On est comme une petite bestiole qui veut construire quelque chose absolument. Alors que là, c'est OK, si je fais stop, je prends cette grande inspiration, je laisse ouvrir et qu'est-ce qui vient? Et je suis attentif à ce qui vient. Et après, bon, bah voilà, et après, etc., quoi. On continue à discuter. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur les religions. Effectivement, j'avais jamais pensé à ça, sur cette idée, effectivement, d'une religion un peu qui va pénétrer, qui va un peu agresser, on pourrait dire. Et effectivement, il y a eu les conquistadors, il y a eu les missionnaires, il y a eu du prosélytisme. Et dans ce Oui. prosélytisme, il y a une volonté de dire tu vas penser comme moi, tu vas intégrer mes valeurs et tout. Alors qu'effectivement, dans cette idée d'ouverture, et d'ailleurs en règle générale, que ce soit le taoïsme, le bouddhisme, les différentes spiritualités orientales, étaient dans cette forme-là. Il y avait beaucoup moins de prosélytisme. Et alors, ce que tu dis sur le fait d'écouter, moi, il y a une petite expression que j'aime beaucoup qui dit quand je parle, j'entends quelque chose que je sais déjà. Quand j'écoute, j'ai la possibilité d'entendre quelque chose que je ne sais pas encore. Et donc, c'est un peu cette idée-là, finalement, que dans la méditation aussi, si on n'est pas prosélyte et qu'on est dans une ouverture, des choses peuvent arriver qu'on n'attend pas. Et donc, du coup, c'est le sujet de ton livre, en fait, j'ai l'impression. C'est ça, c'est exactement. Et j'aime bien ta manière de le dire. En effet, l'écoute, c'est je m'arrête et puis je laisse entrer une nouvelle information. Et souvent, on a du mal à écouter, on a du mal à laisser l'autre finir sa phrase. On est propulsé en fait dans nos commentaires incessants. Et parce que c'est très difficile en fait de laisser du vide en nous. C'est très difficile d'accueillir cet espace. On n'est pas encore formaté comme ça. Mais je crois que voilà, c'est le nouveau, c'est le chemin qui nous est présenté aujourd'hui. C'est d'accueillir, et ça c'est une qualité féminine que n'ont pas seulement les femmes, qui est présent en nous, se donner, recevoir, cette capacité, je dirais, pénétrante et plus émettrice et plus réceptrice, qu'on doit équilibrer en nous. Parce que même les femmes, on est très pénétrantes. On est très je veux, il faut, je dois. Alors si en plus on a une once de perfectionnisme, on n'arrête pas de vouloir et de projeter non-stop. On est des mecs. Et pour les hommes, de la même manière aussi, d'apprendre à accueillir cet espace intérieur, bah, ça permet de faire circuler un masculin qui reste à sa place, mais qui n'est pas dans l'agressivité du vouloir absolu, du pouvoir absolu et de la domination. Donc là, derrière cette histoire de méditation, il y a tout un monde qui s'ouvre, qui peut être les bases, les fondements d'une société plus équilibrée. Voilà. Alors, ce qui peut être paradoxal, je fais l'avocat du diable, hein, exprès, quelqu'un qui te dirait, OK, du coup, il faut rien attendre et tout, mais comment tu positionnes l'intention ou la motivation par rapport à ça? Alors, pour moi, il y a une grande différence entre l'intention et l'objectif. L'intention désigne le chemin. J'ai l'intention de me rendre à Katmandou, donc je vais commencer à prendre le chemin pour aller vers Katmandou. OK. Si j'en fais un objectif, je ne vois plus le chemin, je ne vois plus ce qu'il y a autour, je ne vois que d'atteindre
d'atteindre ce but. Or, dans la méditation, dans le chemin de vie qui nous est proposé, il y a des étapes, mais il y a surtout un chemin. Et si on oublie le chemin au profit du but, finalement, on ne vivra que des moments brefs de présence qui seront finalement teintés de cette non-reconnaissance des pas qu'on a fait, qui sera teintée en fait de c'est quoi le pas d'après, et c'est quoi l'objectif d'après, et c'est quoi le sommet d'après ou le voyage d'après. Ben, c'est tombé bien en ce moment, avec le Covid, on ne peut plus voyager, on doit rester chez nous. Et ben voilà, donc c'est comment là je peux prendre conscience vraiment du chemin que je suis en train de faire, même s'il ne se passe rien entre guillemets à l'extérieur. Voilà, quelque chose comme ça. Merci pour cette définition. Effectivement, c'est plus clair pour moi. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, justement, de dire oui, mais c'est paradoxal. Vous dites qu'il ne faut pas qu'il faut pas justement une espèce de volonté, machin, et en même temps, si on n'a plus aucune volonté, parce que parfois ça fait peur à des gens aussi. Quand on leur dit que dans la méditation, juste on ouvre, il y a un peu une sensation de nihilisme en fait, de se dire ah mais du coup tu n'existes plus dans le monde ou autre. Donc j'aime bien ce côté très pragmatique. Et là ton explication, bah, merci, parce qu'effectivement l'intention du coup, l'intention reste importante. On reste en ouverture, mais avec des intentions claires. Avec des intentions claires et tout en profitant du chemin. Et quand on parle souvent quand on parle d'objectifs, si on décortique un peu qu'est-ce que c'est pour nous les objectifs, souvent c'est en lien avec des valeurs de gain, de perte, d'obtenir, de saisir. Et en fait, ces valeurs-là, pour moi, elles appartiennent aussi à l'ancien monde. C'est-à-dire, si on gagne, c'est qu'il y a des perdants. Si on perd, c'est qu'il y a une hiérarchie, c'est qu'il y a d'autres. Et du coup, ça nous met dans un état d'esprit de frustration, de comparaison, de souffrance. Si vraiment c'est ça, en fait, le but de la vie, d'atteindre des choses et d'obtenir, voilà, ben, en fait, il y en a beaucoup, et on le voit, qui se, comment dire, qui se jugent en pensant qu'ils restent sur le carreau par rapport à ces objectifs qui sont de plus en plus élevés qu'on essaye d'atteindre si on veut être un bon être humain. Bah, en fait, non. Voilà. Moi, je prône autre chose, une liberté d'être qui commence dans l'intime de nous et qui n'est pas dans les mains de quelqu'un d'autre qui doit évaluer en fait si on est un bon être humain ou pas parce qu'on a obtenu tel ou tel diplôme ou tel job ou tel hélicoptère ou telle bagnole ou telle nana, etc. Ouais, dans ce que tu dis, dans cette idée de gain, cette idée de gagner des choses, pour moi, il y a tout un vocabulaire aussi qui est presque guerrier, en fait. On est en compétition les uns les autres, on est là pour faire la guerre, on est là pour être le meilleur, et un espèce de truc tout de suite très agressif, en fait. Parce que c'est très compliqué de, en même temps, vouloir être en haut de la pyramide et en même temps tendre la main aux gens qui nous entourent. Enfin, il y a un moment… C'est ça. C'est ça. Donc, il y a tout un vocabulaire à trouver pour décrire où on en est maintenant dans notre société avec ce nouveau chemin qui intègre une partie plus connectée et plus généreuse et plus magique aussi. Plus magique, voilà. Plus des petites étincelles de voir dans notre vie, des étincelles de sacré, des étincelles de magie qui sont ce que j'appelle être prêt à tout. C'est-à-dire être prêt à tout, c'est quand j'ai un truc extraordinaire qui vient et que je n'ai pas prévu, est-ce que je suis capable de l'accueillir? Et souvent, en fait, c'est comme si sans s'en rendre compte, les meilleures choses qui nous arrivent, si on n'est pas prêt, on les rejette parce qu'en fait, c'est trop bien, ou on a peur de les perdre, ou on ne les a pas encore conscientisés, donc ça nous fait peur. Donc voilà. Ou alors on est un peu comme un cheval avec des œillères et du coup on voit juste l'objectif et du coup tout ce qui est à côté, en fait, on n'en a pas conscience, en fait. C'est vrai que cette invitation à se poser, c'est aussi une invitation à accueillir autre chose que notre projection de l'objectif. Et alors tu parles beaucoup de chemin. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques anecdotes sur ton chemin? Des moments, alors comme tu sais, ma chaîne YouTube s'appelle Pause Consciente, et du coup, est-ce que tu aurais des exemples dans ta vie de pause consciente, des moments où tu as eu des espèces de déclics et qui ont fait des changements de cap?
Eh bien, le premier qui me vient là, c'est à la mort de mon père. Je me rappelle un jour marcher dans une rue à Paris et je pense que je me questionnais en fait sur voilà à quoi ça, quel est le quand on perd quelqu'un de proche comme ça, et surtout un de ses parents, évidemment, ça nous confronte euh, au sens de la vie. Ça amène des grandes questions. Ce sont des chocs en fait qui créent des ruptures dans notre système et qui amènent, et dans ce chaos, ça amène des ouvertures. Et donc, dans cette ouverture en me disant, mais à quoi ça sert la vie finalement, puisqu'on doit partir, on va mourir. Et puis, à un moment, j'ai tourné la tête. J'étais dans un état d'esprit assez inspiré, on va dire, avec tout ça. Je n'étais pas dans la plainte, mais dans une forme de questionnement inspiré. Et puis, je tourne la tête et je vois la devanture d'une boutique énorme, métamorphose. Et en fait, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, waouh, il y a quelque chose de grand qui m'attend. Je ne sais pas quoi, mais ça m'a. Voilà. Et peu de temps après, j'ai rencontré un groupe de personnes qui faisaient de la méditation et j'ai fait une hypnose ou un voyage éveillé avec une des personnes qui m'a directement amené à une rencontre avec les Tibétains. Je n'avais jamais pensé à quoi que ce soit. Et là, d'un coup, dans ce rêve éveillé, j'étais devenue un aigle. Cet aigle se posait au pied d'un temple et il y avait un lama tibétain qui m'attendait et qui me faisait entrer dans ce temple en me disant, pour l'instant, tu restes dans l'entrée, tu n'es pas encore prête pour rentrer dans le temple. Et ça m'a saisi. Et quelques temps après, en fait, voilà, ça s'est engagé avec les Tibétains. Donc ça, c'était un moment super important pour moi, la mort de mon père, ce mot de métamorphose et l'ouverture spirituelle qui a découlé de cette perte. Voilà. Et ensuite, mon chemin s'est fait très spontanément. Ça s'est fait tout seul. J'ai pas besoin d'y penser. Tout m'a été proposé après. Tout est venu à moi. Voilà, un moment. D'accord, merci. Et alors justement, quand tu dis, je trouve ça toujours intéressant, parce que là, du coup, c'était une sorte donc un rêve, quelque chose que tu as vu. Après, concrètement, est-ce que tu veux nous partager la rencontre avec ce maître ou Bien sûr. Concrètement, c'était pas tout de suite, c'était peut-être 2 ans plus tard, à la naissance de ma fille. Je vais visiter une amie pour lui présenter mon bébé magnifique. Et je ne sais pas d'où ça lui est venu. Elle me tend dans les mains le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoche en me disant, je suis sûre que ce livre va te plaire. Donc pendant qu'elle jouait avec mon bébé, je feuillette le livre, je le referme, je descends directement de chez elle et je m'arrête à la première librairie venue, je demande le livre, il l'avait et donc je commence à le lire. Et arrivé au deuxième ou troisième chapitre, je me dis, mais c'est ça, mais oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça me parle, c'est ça. Et donc, je vais directement à la fin du livre en me disant, mais où il est ce gars? C'est quoi? Et je trouve l'association RICPA, je trouve le numéro de téléphone à Paris, je téléphone, et là, on me dit, ah, mais vous avez de la chance, Sogyal Rinpoche est à Paris en ce moment, et dans 2 jours, il donne un enseignement, patati patata. Voilà, ça a été aussi rapide et aussi direct que ça. Je suis allée à ce rendez-vous. J'ai entendu en sortant de l'enseignement quelqu'un qui disait Rinpoche va donner la prise du refuge la semaine prochaine. Qui veut prendre refuge? Moi, je ne savais même pas ce que c'était. Et je lève la main, moi, je me mets sur la liste, je prends refuge. Et en fait, voilà, et je suis entrée dans le chemin bouddhiste par, on va dire, à l'insu de mon ego, à l'insu de ma conscience, guidée par quelque chose d'intérieur qui savait exactement ce que j'avais à y faire. Et je pense que ça m'a sauvé la vie. En fait, ça a sauvé la vie de mon âme, on va dire, de rentrer dans ce chemin. Je n'aurais pas pu résister à cette vie, je dirais, extérieure, matérielle, sans avoir en parallèle une vie spirituelle si ancrée, si réelle. Parce qu'avec avec les Tibétains, ça dépote. Voilà.
Merci beaucoup pour ce partage. Oui, je fais exprès de poser cette question, d'avoir un peu plus de détails, parce que je trouve ça intéressant. La plupart des gens justement avec qui j'échange sur ces sujets-là, très souvent, il y a cette réponse que tu as faite d'ailleurs. Ça s'est fait comme ça et tout est arrivé un peu comme ça et tout. Et en fait, parfois, quand on entend ce discours et que soi-même on va pas bien et que soi-même que ça soit en dépression, on est dans un passage à vide, il y a un peu un sentiment de bah mince, moi il se passe rien, pourquoi c'est injuste. Et donc je trouve ça intéressant de poser cette question de comment, parce qu'en fait quand tu nous racontes cette histoire, tu es allé à la librairie acheter le bouquin, tu as lu le livre, tu as vu qu'il y avait ça, tu as cherché à contacter cette sangha. Donc en fait voilà, on voit aussi les actions, parce que ça tombe pas du ciel non plus, je veux dire, c'est aussi Oui, des élans que tu as donnés quoi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, et je dirais, j'ai répondu à un appel du cœur. J'ai répondu à une impulsion intérieure qui aurait pu tout à fait que j'aurais pu ne pas reconnaître, qui aurait pu tout à fait passer inaperçue si à ce moment-là j'étais distraite, si à ce moment-là j'étais dans ma tête, si à ce moment-là j'avais une préoccupation quelconque, j'aurais peut-être pas entendu cette vibration intérieure qui m'a dit oui, vas-y, il y a quelque chose là, vas-y. Et du coup, maintenant, je fais vraiment tout ce que je peux pour pouvoir euh, nettoyer cet endroit qui résonne en moi pour recevoir ces informations et quand elles viennent, les entendre. Et en même temps, pour rebondir sur ce que tu sais avant, il y a plein de moments où je suis dans la galère comme tout le monde, où il n'y a aucune information, où j'ai l'impression que je suis en souterrain, en sous-marin de quelque chose que je ne vois pas. Donc, en fait, c'est des moments de gestation, des moments de passage qui s'appellent des bardos chez les Tibétains, des moments de transformation, des moments dans lesquels on doit passer par l'ombre pour pouvoir retrouver une lumière plus vive. Et donc, c'est pas toujours hula hoop, mais je sais, en fait, j'ai confiance que même dans ces moments-là, je vais dans la bonne direction. Et comme dit un ami, mon ami Jérôme, je suis perdue dans la bonne direction. Voilà. Oui, parce qu'à nouveau, tu as l'intention qui est claire. Et donc Voilà. finalement, c'est juste une étape quoi. En fait, j'irais que c'est même plus l'intention à ce moment-là, c'est quelque chose qui est encore plus profond que l'intention. C'est mon être, je sens mon être qui vibre avec une certaine vibration quand je m'éloigne du chemin. Donc en fait, c'est pas seulement une intention qui serait juste mentale, c'est vraiment mon être. C'est-à-dire, au bout d'un moment, dans la pratique, c'est notre être en fait qui est aux commandes et pas, je dirais, notre ego ou les parties souffrantes de nous. C'est une partie plus élevée qui se met aux commandes et qui vibre. Et cette vibration, on commence à la reconnaître. Et quand je m'éloigne du chemin ou quand c'est pas juste, je sens plus cette vibration, je suis plus dans la joie. Et là, je me dis, bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Et j'essaye de retrouver cette vibration. Donc, c'est un truc plus que je pilote aujourd'hui à partir du corps qu'à partir de l'intention qui serait plus, euh, je dirais, mentale, même si c'est pas vraiment que mental. Mais voilà, c'est descendu au niveau du corps. Ça vibre dans le corps. Et en fait, cette vérité, elle s'imprime dans mes cellules maintenant. Oui, et du C'est coup, c'est quelque chose qui est incarné. C'est pas quelque chose qui est mental, c'est quelque chose qui est dans la tête, c'est quelque chose. C'est ça. Mon pilotage maintenant, il est dans le corps. Bah merci, merci pour ces partages. Est-ce que tu aurais un autre moment comme ça que tu as envie de nous partager où il y a eu un espèce de changement de cap? Bah oui, justement, quand j'étais tranquille chez moi à plusieurs reprises et que je recevais des mails inattendus d'une éditrice qui me dit voilà, bonjour Laurence Bibas, est-ce que vous voulez écrire un livre sur la méditation? Je dis bah, je sais pas, je n'ai pas écrit. Oui, oui, on se voit, bon, ok. Quelques mois après, je reçois aussi, tu parlais de J'ai décidé d'être heureux, pareil, un mail voilà, de bonne pioche, un producteur qui dit oui, bonjour Laurence Bibas, est-ce que vous voulez faire une émission de télé machin. Et en fait, à un moment, des rencontres aussi totalement inattendues qui ont changé ma vie. Et au bout d'un moment, je me dis mais mince, en fait, tout ça, j'aurais absolument pas pu le prévoir. Ça me dépasse totalement. Et en méditant, en contemplant, en fait, à un moment, ce qui est arrivé à moi, c'est comme si j'avais reçu cette information, ne s'attendre à rien, être prêt à tout. J'ai reçu, en fait, ce mode d'être ou ce mantra qui consiste, en fait, à arrêter de regarder sa vie par le petit bout de la lorgnette du passé, comme je disais tout à l'heure, pour aller entrer dans l'aventure de la vie. Et
ce téléchargement ne s'attend à rien de près tout. Je dis téléchargement parce que je reçois des messages des fois qui me tombent comme ça, un peu en clairaudience, mais c'est de la parole ressentie. C'est un drôle de truc. Et en fait, voilà, voilà, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, bon, ok, maintenant je vais faire différemment. Je vais essayer de faire différemment. Ça a été un moment très important. Ça ne date pas d'hier, hein, c'était il y a 5 ans à peu près que ça s'est passé ce moment. Et puis, à force d'expérimenter, à un moment, je me suis dit, bah, je veux partager ça, c'est trop bien. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon livre, voilà, de ce titre-là, ça t'en a rien de près à tout. Bah, merci. Est-ce que tu peux nous… Alors, du coup, tu l'as déjà fait, mais est-ce que tu pourrais nous partager un peu d'autres choses sur ce livre, justement? Alors, ce livre, il est assez. J'ai voulu qu'il soit pédagogique et qu'il soit chaleureux. Donc, ça veut dire que c'est un livre dans lequel je partage beaucoup de mes propres expériences personnelles. Je donne beaucoup d'exemples de ma propre vie, de comment j'ai traversé telle et telle étape dans ma vie. Donc, évidemment, je propose des pratiques aussi qui sont associées. Et j'ai toujours à l'esprit que il faut que ce soit facile pour le lecteur. Il faut que ce soit, comment dire, on va dire, très accessible, très accessible. Donc, j'utilise pas des grands jargons. J'essaye de rester très, très proche d'une qualité organique, finalement, de présence, très, très dans le quotidien, avec des mots simples et avec, finalement, des notions qui amènent la spiritualité, mais de manière, on va dire, assez banale. Voilà, c'est plus un truc extraordinaire. On va pas aller chercher la lune. On va juste chercher ce qui est déjà là. Donc, avec un peu d'ouverture et un petit peu de savoir-faire quand même, quelques tips, quelques trucs en fait que je donne, bah, c'est possible en fait vraiment de s'attendre à rien, d'être prêt à tout. Voilà. Oui, il y a un peu une idée, j'aime beaucoup cette idée, à nouveau pour moi j'entends quelque chose de très incarné en fait, de très pragmatique et il y a un peu l'idée, finalement de découvrir ce qu'est la spiritualité dans l'ordinaire en fait. C'est ça, exactement. Et c'est ça, c'est même plus le quotidien, maintenant c'est l'ordinaire. L'ordinaire extraordinaire de chaque être, de l'humain. Voilà. Et c'est vraiment un dialogue intérieur, je dirais intracellulaire, qu'au bout d'un moment, on peut choisir de changer les informations qui sont dans nos cellules pour s'ouvrir à une nouvelle réalité. La nouvelle réalité commence pas par un échafaudage extérieur, mais commence par l'intimité, dans l'intimité de nous-mêmes, de faire un petit peu de ménage dans nos cellules. Et puis, comment on fait ça? Comment on fait un ménage dans nos cellules? En étant attentif à nos émotions, à nos impulsions, à nos souffrances, d'essayer de ne pas répéter des pensées qui nous font souffrir encore et encore parce qu'elles s'intègrent, elles s'impriment dans nos cellules comme une vérité alors que c'est juste de l'intox, de l'ego. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est qu'est-ce que je choisis de vivre et puis petit à petit, de changer ces équilibres pour aller vers quelque chose de plus joyeux. Pour moi, la joie, c'est vraiment le baromètre. Pour moi, la joie, c'est ça, c'est le gouvernail. Tu tiens ta joie et tu la lâches plus. Voilà. C'est marrant, ça c'est quelque chose qu'on a vraiment en commun. Moi, j'ai toujours considéré que la joie, c'était comme tu le dis, un baromètre. Pour moi, c'était l'indicateur. Et quand j'allais dans des groupes de retraite où je sentais que les gens, ils étaient fanés, où ils se prenaient trop au sérieux, où il y avait de la tristesse, je disais, oh là là, là, il y a un truc qui va pas. Enfin, je sentais que c'est… Mais c'est pas… Ce que j'aime beaucoup, justement, dans ce que tu échanges et dans ce que tu incarnes aussi, je trouve que c'est pas une joie, tu sais, qui pourrait être naïve ou un peu mondaine, qu'on voit parfois. Tu vois, Oui, c'est une joie qui vient du ventre, justement. oui, C'est pas un masque de joie. C'est une joie qui vient vraiment du corps, quoi. c'est ça. Exactement. Et c'est accessible aujourd'hui. Mon message, vraiment, c'est de rendre tout ça très accessible, qu'il faut pas maintenant, on n'a pas besoin d'aller dans les Himalayas, ou on n'a pas besoin d'aller très très loin, ou de faire un chemin de 20 ans ou de 25 ans, comme j'ai fait moi, pour avoir accès à ça. L'information est maintenant disponible. Il faut juste dire oui, ok, je m'arrête, je crée un peu d'espace et je dis oui. Et dans ce oui, il y a des changements quasiment alchimiques qui se font instantanément. On est vraiment maintenant dans une période d'accélération d'une forme de spiritualité instantanée.
on n'est plus dans le grand chemin où il faut s'y prendre, je ne sais pas combien de temps à l'avance, et puis prendre des vœux, et puis être dans un dogme, et puis voilà, se raconter toute une histoire, bazarder sa famille, machin, nanan. Non, ça se fait dans le quotidien. Moi, je suis vraiment le témoin qu'on peut avoir une vie de famille et avoir une vie spirituelle en même temps, même si ça peut être un peu bizarre pour des gens autour. Voilà, moi, quand j'ai commencé avec les Tibétains, la grande blague des amis de mes parents, c'était ah, comment va le Dalai Lama? Voilà, bah, il va bien, merci. Voilà. Et c'est très marrant, effectivement, cette idée à nouveau d'être vraiment dans le concret. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, moi, les maîtres tibétains que je suis depuis à peu près 12 ans maintenant, en fait, c'est ce qu'ils disent. Ils disent très souvent, la vraie méditation commence quand on se lève du coussin, où ils disent, si vous allez en retraite parce que vous n'entendez pas avec votre femme ou vous supportez plus vos enfants, mais n'allez pas en retraite. Confrontez-vous à la vie, en fait. C'est ça, votre retraite. Euh, et c'est marrant parce qu'effectivement, il y a un peu un espèce de romantisme autour de la retraite où Oui. voilà, il faut partir dans les montagnes, il faut partir très loin, alors qu'en fait, effectivement, la vraie pratique, elle est dans le quotidien, en fait. Enfin, c'est qui on est dans le quotidien. Exactement, c'est ça. Parce que finalement, d'ailleurs, c'est très facile d'être posé, calme et gentil quand on est seul dans un ermitage. Bah C'est quand oui, on prend le métro à 6 heures du matin et qu'on est écrasé par les autres qu'on voit est-ce qu'on est patient, est-ce qu'on a le sourire, est-ce que voilà, là on se teste concrètement. c'est ça. Et est-ce qu'on peut même profiter de ce moment qui, extérieurement, peut ressembler à notre pire cauchemar? Et justement, comme tu évoquais les maîtres tibétains, moi, ce qui me frappe aussi quand on voit des maîtres authentiques, quelle que soit leur tradition, c'est qu'ils sont dans la joie, ils se marrent, ils font des blagues. Je veux dire, voilà, cette joie, c'est presque le signe, en fait, d'un authentique pratiquant. Parce que si tu pratiques des années pour être finalement un sombre personnage, bah, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Hein. Voilà, Il y a cette expression que j'aime beaucoup de Thierry Janssen qui dit quand on constate avec amour, surgit l'humour. c'est ça. J'aime beaucoup cette idée et ce qui marche aussi vis-à-vis de soi. Quand on observe ses propres comportements qui sont un peu névrotiques, on a nos petits trucs et tout, si on Ouais, observe ça avec de la tendresse et de l'amour, en fait, on rigole. On se dit, ah, ouais, ok, oui, d'accord, j'ai encore ce truc-là, ah, ouais, d'accord. Et c'est pas grave, et ça fait rire, en fait. Pour moi, c'est un peu comme d'observer un enfant, et un enfant qui pique sa crise parce qu'il a perdu sa voiture. Bah, c'est plutôt attendrissant, en fait. C'est plutôt mignon. Enfin, on va pas prendre ça, ah, c'est grave. Non, c'est mignon. Enfin, c'est ça. Et je dirais, dans le quotidien, la plupart du temps, c'est ça. Et il faut dire quand même à ceux qui nous écoutent que parfois, on peut faire aussi des grandes traversées très douloureuses dans lesquelles on ne se marre pas du tout. Hein, et Thierry Janssen en parle aussi. Voilà, on ne se marre pas du tout parce que là, on est confronté à nos ombres et on peut aller très profondément dans nos ombres, aller chercher ou révéler une lumière encore plus profonde. Mais enfin, on ne se marre pas toujours, hein, quand même. Hein. Ouais, j'aime beaucoup cette idée d'ombre et de lumière. Ça me rappelle un jour où j'étais à la basilique de Vézelay et il y a un guide qui passe et qui explique aux gens. Alors, vous voyez, l'arrière de la basilique est sombre et plus on s'avance et plus c'est lumineux parce que c'est le symbole que le pratiquant, il va vers la lumière. Et il disait, donc ça, c'est le sens du pratiquant. Par contre, le sens du moine, c'est qu'il est dans la lumière et il va vers l'obscurité. C'est beau. J'avais trouvé ça très beau et en plus on était voilà, dans la basilique et tout et effectivement la basilique elle est comme ça, les pierres sont plus foncées à l'entrée et plus claires et j'adore cette idée effectivement du moine qui lui fait exprès d'aller voilà, dans l'obscurité pour aller creuser quoi. Et ben un grand merci. C'est vraiment magnifique. Et justement, ce que tu dis, c'est intéressant pour sortir de la naïveté spirituelle qui peut être la nôtre en Occident, parce que dans la religion, on est infantilisé et donc on doit suivre. Dans la spiritualité, on peut avoir des idées romantiques, comme tu disais tout à l'heure, d'une certaine élévation. Et en fait, c'est comment à mi-chemin, on se retrouve finalement dans notre alignement verticale et horizontale. Et là où ça reprend ce symbole très fort de la croix qui croise au niveau du cœur. Comment je suis un être aligné des pieds à la tête de mon ancrage terrestre
à ma connexion spirituelle céleste, et comment, dans l'horizontalité, j'intègre aussi tous mes copains sur Terre, la nature, ma responsabilité et le partage avec les autres. Et voilà. Et là, du coup, quand on a fait les deux, on n'est plus du tout dans la naïveté, parce que c'est du job quand même d'installer ça, et que c'est jamais installé parce qu'on est tout le temps en train de se perdre et de s'aligner dans tous les sens, quoi. Mais c'est génial, c'est super intéressant en fait. Ouais, Ouais. complètement. Ça me rappelle un exemple que donnait un maître pareil là-dessus qui disait mais si vraiment vous voulez quelque chose d'agréable, allez au Club Med ou allez faire un massage. La méditation, c'est pas du tout ça. La méditation, imaginez que vous êtes le dimanche matin, il est 6 heures du matin, il y a de la neige, il y a la tempête dehors, il fait bon, vous êtes sous votre couette et il y a le réveil là qui sonne avec un bruit très strident. Bah, c'est ça en fait l'invitation à méditer, c'est se réveiller en fait. Alors après, il peut y avoir des moments magnifiques, mais un moment se réveille, effectivement, c'est le contraire de cette forme de romantisme et de naïveté. C'est rentrer dans le réel et voir la beauté du monde, mais dans ce cas-là de plus cru aussi, avec la séparation, avec les décès, la maladie. Enfin voilà, et C'est c'est ça. vrai que pour moi, la vraie beauté, elle est là. Et tu le disais, effectivement, les maîtres qui rigolent beaucoup. Moi, ça m'avait toujours étonné de voir que dans la tradition tibétaine, il y a énormément de couleurs. C'est tout leur art, que ce soit la musique, la danse, les peintures, tout est coloré. Enfin, il y a énormément de joie, alors qu'ils passent leur journée à parler d'impermanence, à parler des 3 types de souffrance, à parler. C'est- Mais la mort est une réalité, elle vient sans prévenir, voilà. De demain ou la prochaine vie, nul ne sait qui va arriver en premier. Complètement, complètement. Et alors, tu disais que dans ton livre, il y avait un souhait d'être très pragmatique et très ancré, justement. Est-ce que tu pourrais nous partager une pratique que toi, tu fais régulièrement, quelque chose qui t'aide Cette pratique que je présente dans le livre, que j'appelle chevaucher le dragon, qui est aussi en lien avec cette idée du bouddhisme Vajrayana, qui est de chevaucher les passions, qui considère en fait les passions, ce qu'on appelle les passions, ça peut être les émotions, négatives, ou le désir ou l'attachement, etc. Et de se servir en fait de l'intensité finalement qui est sous-jacente à ces émotions comme un chemin vers l'éveil, comme un carburant vers l'éveil, et de chevaucher les passions plutôt que d'essayer de s'en purifier ou de s'en éloigner, ce qui est le cas d'autres véhicules du bouddhisme, qui sont plus dans la purification et dans le renoncement. Et là, dans le Vajrayana, pas du tout, on n'est pas dans le renoncement, mais on a intégré, c'est pas non plus le grand n'importe quoi, évidemment, on a intégré les autres véhicules pour pouvoir vraiment être dans cette authenticité, dans cette vérité, dans cette vraie liberté quand on chevauche les passions, puisqu'il s'agit finalement de cette liberté de faire un saut. Et pour moi, j'ai repris cette idée avec les émotions, avec cette pratique de chevaucher le dragon, qui, en fait, qui permet de métaboliser en fait les émotions par le corps et de suivre un chemin du corps lorsqu'on est soumis à une situation difficile ou une émotion forte qu'on ne peut pas du tout contrôler. Et plutôt que de chercher du sens, d'y réfléchir, de se prendre la tête, de comprendre le pourquoi du comment, etc., qui ne nous aidera pas, au contraire, qui va même nous mettre plus en difficulté, c'est de se brancher sur le ressenti cru, vraiment le plus intense, et de suivre en conscience le ressenti là où ça nous amène dans notre corps. Et j'ai appelé ça chevaucher le dragon parce que dans ces traversées, en fait, et c'est pour l'avoir fait, j'ai donné ce nom-là parce que une fois j'ai fait cette traversée, je me dis waouh, mais c'est incroyable ce truc. Et on va dans l'eau des émotions, on va dans le feu de la douleur, et puis après on se casse la gueule sur la terre, et puis après hop, on s'envole à nouveau dans une inspiration. Et je me suis dit, on dirait un dragon, ça va partout, ça va dans l'eau, dans l'air, sur la terre, ça crache du feu, voilà. Et en fait, c'est quand on traverse ces émotions comme ça en temps réel, c'est pas je vais le faire plus tard, hein, c'est au moment où c'est à chaud. Ça demande déjà d'avoir une certaine pratique précédente d'ancrage et de présence pour pas avoir peur d'y aller. Mais en fait, quand on peut avoir ça, ben, c'est extrêmement jouissif d'aller rencontrer les émotions en direct
et d'aller là où ça nous amène. Et à la fin, il y a un moment où il y a un plouf, un moment où il y a un espace incroyable qui s'ouvre et on est libre. Il y a une libération en fait de cette émotion qui n'est pas mentale, mais qui est passée par le corps parce qu'on l'a traversée vraiment sur le moment. Et en fait, c'est une pratique qui peut vraiment beaucoup aider quand on a des émotions fortes. Voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup. Et du coup, tu peux tu peux nous la guider un petit peu? Comment Eh oui, tu… oui, oui, bien sûr. Super. Oui, en fait, ce que tu disais juste avant que tu commences, ça me faisait penser, j'utilise beaucoup des allégories, et ça me faisait penser à l'allégorie du surfeur, où quand on commence à faire du surf, on est plutôt avec des petits, un peu de vent, des petites vagues, et le plaisir est un peu minime. Et un très bon surfeur, il va aller chercher des vagues de 5 mètres, des limites de la tempête. Et c'est un peu la même chose, effectivement. C'est que dans la pratique de la méditation, plus on est à l'aise avec les émotions, et plus on peut aller goûter à des émotions dans des moments très difficiles, en pleine tempête. Et c'est le côté magique pour moi de la pratique, en fait. C'est pas du tout fuir les difficultés, au contraire, c'est après pouvoir les épouser vraiment. C'est ça, c'est ça. Et voilà. Et puis, ça me fait, puisque tu parles de surf, ça me fait penser à ce que dit John Kabat-Zinn aussi, quand il dit on ne peut pas empêcher les vagues de venir, mais on peut apprendre à surfer. Et donc, c'est aussi ce lien entre comment j'accueille, comment j'ai préparé en fait cette capacité à accueillir ce qui vient dans ma vie et que quand ça arrive, bam, je suis présente finalement et je suis prêt à y aller, quoi. Je suis prêt à m'embarquer avec ce qui vient. Complètement. Bon, alors, je ne parle plus, je t'écoute pour ta pratique. Alors, ce que je vous propose, c'est voilà, de prendre un temps, mettant bien les pieds au sol. Voilà, en laissant se déposer les mains sur les cuisses et en prenant un temps pour se recentrer, revenir à soi. Euh, Juste entre une petite parenthèse, quand vous êtes vraiment attrapé dans une émotion, vous pouvez aussi faire cette pratique allongée ou dans la position fétale, enfin ce qui vient, la position qui est la plus confortable pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans une position formelle pour le faire. Mais là, comme on est déjà dans cette position, on va la garder. Voilà, donc prenons quelques respirations. En ressentant en conscience le va-et-vient du souffle pour se reconnecter à nous-mêmes. Voilà, et au passage, remarquer comment nous nous sentons maintenant, nommer intérieurement cet état qui peut être agréable, désagréable ou neutre, qui est celui de l'instant tel qu'il est. Voilà, donc nous pouvons choisir, je dis pour les auditeurs, si vous êtes dans un état émotionnel particulièrement compliqué, vous pouvez choisir d'écouter d'abord cette pratique, pas forcément la faire tout de suite. Voilà, mettez pas d'objectif à ce que ça soit absolument réussi, que vous puissiez d'un seul coup chevaucher le dragon si vous êtes déjà dans l'intensité. Donc voilà, prenez soin de vous et soyez bienveillants par rapport à ça. Vous pourrez toujours revenir et réécouter cette pratique. Voilà. Donc, et pour les autres, ce que je vous propose en fait, c'est d'invoquer une situation récente, qui est une situation chargée émotionnellement, une situation voilà, qui est peut-être encore latente ou qui a été réglée selon vous voilà, de manière satisfaisante, mais pour laquelle il y avait quand même une charge importante et peut-être pour laquelle vous n'êtes pas 100% tranquille à cet instant. Voilà, donc vous invoquez cette situation et petit à petit, vous laissez venir le ressenti de cette situation, laissez-la s'installer, toujours en prenant soin de vous et en allant là où vous pouvez aller à cet instant. Voilà, et remarquez qu'est-ce qui commence
Qu'est-ce qui commence à s'installer au niveau physique, des parties du corps qui se tendent, peut-être qui se contraction, peut-être une respiration qui est moins fluide, peut-être des sensations de température qui bougent. Voilà, prenez juste le temps de recevoir et d'installer voilà, cette situation et de laisser venir voilà, en confiance les sensations qui, si on les invoque maintenant et qu'elles apparaissent, sachez qu'elles étaient là de toute façon. La pratique ne va pas générer ces sensations, juste les rappeler, les appeler, parce qu'elles sont déjà là. Et c'est bien avec ça qu'on travaille, avec ce qui est déjà là, en fait. Voilà, et vous allez maintenant entrer euh, physiquement en contact avec la partie de votre corps qui est la plus sensible à cette situation. Et vous allez juste accepter de ressentir ce qui est là. Ressentir ce poids sur le ventre, ressentir cette gorge qui se serre, ce cœur qui s'accélère, ces tensions involontaires dans certains muscles, etc. Vous allez laisser aller toute forme d'intention, toute forme d'idée de résoudre quoi que ce soit, pour simplement ressentir ce qui est là et laisser venir les transformations, les passages, le chemin dans lequel cette sensation va nous inviter. Remarquons comment cette sensation se modifie quand nous y portons notre attention et que nous allons dedans. Et puis comment cette sensation va être en écho avec d'autres sensations. Peut-être qu'on avait quelque chose au niveau de l'estomac qui vient maintenant au niveau de la gorge. Et donc on suit, hop, on va à la gorge, on suit comme un parcours, comme des panneaux éclairants qui petit à petit en fait nous montrent un autre chemin, qui est un chemin de connexion purement corporel, mais qui est celui de l'intelligence de notre corps. Nous laissons notre esprit rationnel de côté pour nous laisser guider de manière intuitive. Suivre la sensation et laisser émerger des images, des messages intuitifs, des émotions, des informations. Et rappelons-nous en chemin que nous ne méditons pas cette chevauchée du dragon pour aller bien. L'idée, c'est pas d'aller bien, mais l'idée, c'est de retrouver notre vérité, de traverser les concepts de ce qui est censé être bien pour aller vers le vraiment bon pour nous, profondément vrai. Remarquons où nous sommes maintenant, peut-être notre attention s'est échappée, peut-être par protection, on s'est mis hop, à côté de la pratique, plus comme un spectateur que vraiment dans la traversée qui est proposée. C'est OK. Voilà, laissez-vous guider à cette place juste. Et puis, si c'était juste une distraction passagère, vous pouvez vous remettre dans la pratique, dans cette traversée, en vous reconnectant aux sensations physiques qui sont présentes maintenant et en retrouvant le chemin qui est proposé par notre corps et au-delà du corps par cette conscience éveillée qui est en nous.
Remarquons à cet instant s'il y a une émotion particulière qui est là. Comment nous pouvons la ressentir physiquement, cette émotion? Où est-ce qu'elle nous attrape? Et continuer à la traverser. Qui est peut-être à cet instant soit plus intense, soit l'intensité est déjà en train de se déposer dans un endroit inconnu, un endroit différent du point de départ. Si on est dans l'intensité, ben, accrochons-nous. L'idée, c'est de rester en selle, de s'amuser, de prendre plaisir à cette traversée avec, en fait, comment dire, dans cette pensée, en fait, que la vie nous veut du bien, que ces expériences, en fait, elles sont là pour nous faire grandir, que ce sont des portes de libération, que personne ne cherche à nous nuire ou à nous diminuer, mais que les épreuves nous sont proposées vraiment dans un sens pour grandir, grandir et aimer davantage. Donc n'ayons pas peur de l'intensité, chevauchons-la du mieux que nous pouvons aujourd'hui, sans en faire un objectif. Voyons là où ça nous amène avec curiosité et gratitude. Gratitude pour nous-mêmes et pour cette intelligence qui est en nous. Voilà, et puis quand ce sera le bon moment pour vous, inspirez profondément, expirez, se remercier à nouveau pour ce moment que nous nous sommes donné de connexion profonde avec nous-mêmes, et puis étirons-nous. On peut terminer par un geste sympa, un auto-hug ou une salutation, ou, voilà, un étirement, un bâillement. Et puis voilà, on prend quelques instants pour récolter finalement ce qu'on retire de ça, l'information principale en fait qui émerge maintenant. Et puis ensuite, on continue notre vie jusqu'à la prochaine traversée. Merci beaucoup, Laurence. J'aime beaucoup cette pratique. J'adore cette image de la chevauchée du dragon. Effectivement, quand il y a des émotions fortes, c'est très visuel en fait. On imagine bien le dragon qui va dans tous les sens, puis nous, on essaie d'être accroché. Donc, j'aime beaucoup. Ça me parle beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans cette pratique, ce que tu amènes tout de suite, c'est le côté jouer avec ça, en fait. Même si c'est difficile, même si bien sûr, il y a des émotions qui peuvent être très dures, très violentes, mais on peut quand même jouer avec ces émotions. Et tout de suite, le fait de jouer avec, à nouveau, il y a un côté enfant, il y a un côté bienveillance, il y a un côté douceur, et il n'y a pas ce côté rigide, un peu fané qu'on peut avoir quand on médite. Et là, il y a beaucoup de joie qu'on retrouve dans cette pratique. Ouais. C'est vrai. Et aussi voilà, de ne pas se pousser si ce n'est pas le moment. C'est super important en fait de sentir quand c'est le bon moment et de pas s'en vouloir si vraiment à certains moments on n'est pas du tout prêt à chevaucher quelque dragon que ce soit, mais on est sous la couette et on pleure et puis on se plaint et puis parce que c'est là qu'on en est à cet instant. Donc n'en faisons pas une performance. Voilà, c'est ça qui est important aussi dans la pratique. Oui, faut pas vouloir devenir un maître de rodéo du dragon, quoi. De toute façon, on n'y arrivera pas parce que le dragon est plus fort que nous. Et s'il veut nous désarçonner, no way, on n'y arrivera pas. Oui, merci effectivement oui, de rappeler cette notion d'humilité en fait par rapport à nos émotions, par rapport à là où on en est. Pour rester dans ce qu'on disait au tout début d'ailleurs de cette interview, sur cette ouverture, et plutôt que cette volonté, cette puissance, ce côté, voilà, cette espèce d'engagement trop fort, quoi, qui est presque guerrier finalement. Eh ben, un grand merci. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à partager à ceux et celles qui nous écoutent? Le mot de la fin, je dirais, c'est garder la joie, garder précieusement la joie. Voilà, trouver la joie et la lâchez pas. Voilà.
Et si vous savez pas comment faire, venez nous voir, Franck ou moi, et on vous montrera le chemin. Eh ben, grand merci, Laurence, pour ce Merci à moment. toi, c'était un super chouette moment. Merci. Et merci à vous tous qui allez écouter ça, je ne sais pas quand, au fil du temps. Prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur.